Bienvenue à tous, merci de nous retrouver sur CAM News 24 dans le cadre de ce programme Entretien. CAM News 24 et ITFM Radio émettant depuis Gara, bien évidemment. Dans cette nouvelle édition, nous recevons un nouvel invité, bien évidemment, comme toujours, Maître Georges Teghem. Il est avocat au barreau du Cameroun, il est leader d'opinion et communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il est surtout notre invité. Bienvenue, Maître Georges Teghem. Merci, bonjour à vos millions de téléspectateurs. Merci de m'accueillir dans ce studio qui est bien climatisé, qui est très beau. Je suis content d'être cet après-midi et de partager ces quelques minutes d'entretien avec vous. Permettez-moi au nom du RDPC de présenter mes condoléances à la communauté catholique qui est fortement endeuillée par le décès du pape. Nous voulons dire à cette communauté que nous sommes avec elle, nous l'accompagnons dans les prières afin que la mémoire du souverain repose en paix. Encore une fois, merci de m'accueillir. En dehors de ça, comment va Maître Georges Teghem lui-même? Alors, écoutez, la santé pour le moment n'est pas sombre. C'est le plus important, c'est la plus grande richesse selon moi. Et pour le parti politique, nous travaillons à préparer les élections présidentielles qui arrivent. Donc nous activons, nous mobilisons pour que les Camerounais soient prêts le moment venu pour exprimer leur suffrage. Et nous espérons qu'ils continueront à nous faire confiance. En parlant de partis politiques, justement, Maître Georges Teghem, on va démarrer avec la présidentielle de 2025 qui s'annonce. Le RDPC, votre parti est déjà en ordre de bataille dans un environnement de plus en plus crispé. Les récentes nominations au sein de votre formation politique au lendemain d'une espèce de remous interne avec les sorties multiples d'un de vos militants parlent aux Camerounais et nous interpellent tous. Déjà, comment comprenez-vous, est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Écoutez, on est dans un contexte démocratique. J'ai eu l'occasion déjà de le dire. Dans un contexte démocratique, il est normal que les opinions naissent et qu'elles s'expriment. Ce camarade a une opinion qui est tout à fait personnelle. Il s'exprime tout à fait librement, c'est pas un problème. Le RDP, c'est un parti politique quand même qui a une certaine expérience, une certaine ancienneté. Il vous souvient qu'il y a quelques années, nous avons perdu un certain nombre de militants, notamment les présidents de section comme celle du Vouri, de la MIFI, du Diamaré. Il y a un certain nombre de militants, et même de la Vina, qui étaient partis. Et nous avons dû travailler. Ça nous a coûté d'ailleurs la perte des élections législatives dans les années 92, parce qu'on avait perdu les élections législatives, on était minorité avec 88 députés. Et on a dû travailler. On a le président national, fort heureusement, pétri d'expérience, a décidé de rapprocher le parti de la base. Les sections qui étaient tellement grandes, il a décidé de les balkaniser. Il a mis des sections Vouri 1, Vouri 2, Vouri 3, alors que c'était la grande section du Vouri, puisque le président de section avait abandonné les troupes. Donc, on a travaillé et nous sommes habitués à avoir quelquefois des militants qui prennent des opinions tout à fait personnelles. Et comme on est dans un contexte démocratique, le président national l'a dit, débattez, mais ne combattez pas. En parlant justement de militants, Léon Tel Onana est un conseiller municipal, c'est donc un élu. Est-ce que vous comprenez son indignation? Moi, je vous ai dit, dans un contexte démocratique, il ne me pose pas la question avant de s'exprimer. Je regrette, à titre personnel, ça c'est mon opinion aussi, qu'il y a des instances dans le parti, notamment au niveau des cellules, des comités de base, des sous-sections, des sections, ils pouvaient s'adresser à ces instances, parce que après tout, c'est un problème interne. Et nous avons des valeurs, comme la discipline du parti. Nous pensons que lorsqu'on a un problème interne, nous devons le régler en interne. Il a fait son choix, c'est son choix démocratique, et j'ai aimé son choix aussi, qui est un choix républicain, de s'adresser à la justice. C'est un choix républicain, la justice est un organe qui est là pour réguler, et la procédure étant pendante, je n'ai pas le droit de la commenter. Je souhaite que la justice dise le droit et que chacun d'entre nous respecte les décisions de justice. À vous écouter, tout à l'heure vous êtes filmé, vous faisiez comme si c'était un épisode qui va passer comme tant d'autres. Vous évoquiez par exemple certains camarades qui sont partis et puis le parti a survécu. Est-ce que cela ne banalise pas un peu? Est-ce que vous ne tenez pas en compte le contexte aujourd'hui? Le contexte d'hier est différent de celui d'aujourd'hui. 2025, octobre n'est plus loin et vous savez très bien avec l'environnement camerounais. Est-ce que une sorte de remous interne n'est pas quelque chose qui peut être préjudiciable de l'ADPC aujourd'hui, alors que le parti, l'environnement politique camerounais brouille. Dans un environnement comme le nôtre, une organisation comme le RDPC ne peut plus fonctionner comme si on était dans un contexte communiste.
entre guillemets. Moi, je pense que le RDPC est un parti démocratique et lorsque quelqu'un émet une opinion, sauf à en faire grand cas, nous comprenons que les gens puissent avoir des opinions. Mais jusqu'à saisir l'instance judiciaire, c'est pour nous pensons qu'il aurait pu régler en interne. Maintenant, il a fait un choix. Vous pensiez qu'il aurait pu avoir gain de cause en interne, on aurait pu... on sait quand même comment la machine fonctionne. Non. Quand vous dites que vous ne savez pas comment la machine fonctionne, en interne, il aurait pu poser le problème. Et on aurait réglé ça en interne. Il n'a pas fait? Je ne peux pas le savoir puisqu'il n'appartient pas à ma section, ni à ma cellule, ni à mon comité de base. Je vous dis que les instances en interne fonctionnent de la cellule, du comité de base, association de la section. S'il n'a pas obtenu gain de cause, on a fait... S'il a donc épuisé les voies de recours en voie interne, vous avez vu, il a même donc eu un comportement républicain. Ça veut dire que s'il a épuisé, si ce que vous dites est exact, qu'il a épuisé en droit interne, je présuppose. S'il a épuisé en interne et qu'il a saisi la justice, c'est un comportement républicain que nous devons respecter. Nous respectons les institutions, nous respectons la justice et nous souhaitons que le droit soit dit. C'est quand même important de revenir sur ce qu'il a dit, avec votre permission. Bien sûr, c'est quand même un élu local, c'est important de le préciser. Je cite, « Soit nous continuons à subir le poids d'une vieille garde agrippée au pouvoir, soit nous prenons nos responsabilités et osons enfin briser les chaînes de nos habitudes. Ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas d'une simple querelle interne à un parti, c'est le symbole vibrant d'une lutte générationnelle pour l'avenir de notre pays tout entier. » C'est quand même profond comme déclaration. C'est pas la première fois qu'on pose ce problème de génération. Il vous souvient, le sultan roi des Bamoun, avant son décès, que Dieu son âme, à l'occasion du grand dialogue, avait posé le problème. Monsieur le président de la République lui-même, à l'occasion d'un discours... ça entre ici, ça sort de l'autre côté. C'est vous qui le dites. Moi, je pense pas que ça entre. C'est que... on est dans un contexte démocratique. Il dit ce que d'autres ont dit avant lui. Je vous dis donc qu'il n'est pas le premier à le dire. Monsieur le président de la République, à un moment, a parlé de transition générationnelle. Donc, on est dans un contexte démocratique où les opinions naissent et les gens peuvent émettre. Lui, c'est une opinion. Maintenant, ce qu'il souhaite, c'est son droit de le souhaiter. Et je dis, il n'est pas le premier à poser le problème. Monsieur le président de la République lui-même, qui est notre président national, avait dit à l'occasion d'un discours que la transition générationnelle. Et il a nommé à l'ENAM un jeune à ce moment-là. Les gens se sont trouvés même qu'il était trop jeune pour le poste. Mais il a pensé pour lui que c'était une façon de permettre à une nouvelle génération de s'intégrer de manière progressive. Donc, lui-même, il est conseiller municipal. Et si ce n'était pas un problème de générationnel, lui-même, il ne serait pas conseiller municipal. S'il est conseiller municipal, c'est parce qu'on a pensé que sa génération méritait déjà l'intégration par le bas. Donc, la formation se fait de manière progressive, se fait de manière graduelle. Et nous souhaitons qu'il soit mieux formé. Et nous n'avons rien contre lui. Il émet une opinion. Il émet une opinion, ce n'est pas un problème. Il est RDPC, et il n'est pas exclu du parti. Donc, il n'y a pas encore de procédure disciplinaire contre lui, que je sache. Donc, ça veut dire qu'au RDPC, on partage le fait qu'il peut émettre une opinion. Votre camarade, parce qu'il l'est toujours. C'est ce que je dis. Il souhaiterait un changement générationnel à partir du haut. Un président de l'Assemblée nationale plus jeune, un président du Sénat jeune, un président du Conseil économique et social jeune, par exemple. Et puis, vous voyez, je comprends, mais vous voyez qu'à son niveau, il faut d'abord qu'il commence par un maire jeune, parce qu'il est conseiller municipal. Quand il sera député, il souhaitera un président de l'Assemblée nationale jeune. Moi, je pense que de là où il est, il peut influencer la décision au conseil municipal. Et c'est déjà pas rien de pouvoir influencer la décision au niveau du conseil municipal. Et par son travail, on lui reconnaîtra ses qualités et la base lui donnera le mandat de député. Il pourra voter un nouveau président de l'Assemblée nationale. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on travaille. Et pour le moment, il émet une opinion. C'est une opinion. Moi, je respecte son opinion. Et je souhaite qu'il continue à rester avec nous, à l'EPC, parce que c'est quand même un conseil municipal. Non, on n'a pas de problème avec les gens qui s'expriment. Le Cameroun est une démocratie, monsieur le président de la République en a fait, si vous voulez, une question d'honneur. Il a toujours appelé, débattez, mais ne combattez pas. Alors, il y a un lever de bouclier autour de la candidature du président Paul Biya, votre président national. Le clergé a fait de nombreuses sorties pour critiquer en estimant que la candidature de Paul Biya n'est pas opportune. Vous comprenez quand même cela? Je vais vous dire une chose, le Cameroun est un État laïque. Oui, mais quand c'est le clergé quand même, je veux dire, vous n'allez quand même pas ramener tout à la démocratie. Je ne veux pas ramener... quand même au bon sens aussi. Je veux justement répondre. Qui a 80. Le Cameroun est un État laïque.
Bien sûr. Il y a au Cameroun une constitution de la République qui dit que l'État est laïque. 2. La constitution détermine les conditions de la candidature à la présidence de la République. Le code électoral vient, si vous voulez, préciser. Ni dans la constitution de la République, ni dans le code électoral, il est dit qu'un président qui a un certain âge ne peut pas être candidat. Être candidat ne veut pas dire qu'on a gagné l'élection. Un monsieur peut se lever aujourd'hui, 95 ans, il dit qu'il est candidat, comme un gars de 25 ans qui remplit les conditions, peut être candidat. Alors le clergé, maintenant, peut s'exprimer. Mais l'expression du clergé ne va pas nous faire oublier la norme suprême qui est la Constitution et la loi. Le code électoral détermine les conditions de la candidature. Et il me semble que le clergé est tout à fait dans un contexte de démocratie et d'opinion. C'est une opinion. Le clergé, jusqu'à présent, n'est pas une institution dans notre pays. Le clergé n'est pas la loi. Le clergé est cependant autorisé dans un contexte comme le nôtre de donner son avis. Il a une voix qui porte. Écoutez, ils ont même le droit de dire aux Camerounais de ne pas voter le président Biya. Et le problème va naître si, au moment où on le vote, que l'institution proclame les résultats, il a gagné, que le clergé se mette à parler. Là, ça devient un problème parce qu'il porte atteinte au caractère laïque de la République. Donc, pour le moment, nous sommes tout à fait d'accord que le clergé peut y mettre son avis, donner son avis, mais sans restreindre ou alors ajouter à la loi ce qu'elle n'a pas dit. Maître Georges Teghem, que répondez-vous à ceux qui estiment que la candidature de Paul Biya peut être critiquable sous l'angle du bon sens? Moi, je vais vous dire une chose. Si je suis RDPC, c'est parce que je crois en sa candidature. C'est l'article 27 alinéa 3 des statuts. Si je n'étais pas d'accord, je ne serais plus du RDPC. Et moi, en tant que militant du RDPC, je souhaite qu'il soit notre candidat. Parce que je pense que c'est le meilleur candidat que nous puissions avoir. Et nous ne pouvons pas nous priver de celui que nous pouvons avoir qui nous permet de gagner. C'est ce que moi je pense en tant que militant du RDPC. Je souhaiterais vous soumettre à l'exercice. Vous pouvez regarder la caméra et redire votre souhait pour le président Paul Biya. Je vous dis que je suis RDPC, encarté. J'ai une carte du parti. Je connais les statuts du parti. Je connais l'article 27 alinéa 3. Si je n'étais pas d'accord que le président national était le candidat du parti, je serais parti. J'y suis parce que pour moi, au RDPC aujourd'hui, celui qui est à même de nous permettre de gagner facilement cette élection ou dans des conditions acceptables ou d'être le meilleur candidat, c'est le président Biya. Donc, je souhaite qu'il soit candidat en 2025 si, pour moi, le RDPC veut continuer à gagner. Nous ne pouvons pas nous priver de celui qui peut nous permettre de continuer à gagner. Je pense que c'est la logique de la démocratie, c'est de chercher à gagner. Quand on est un parti politique, c'est pour gagner des élections. Et pas un parti politique c'est pas une organisation non gouvernementale. Non. On a créé le parti et quand on entre dans le parti, c'est justement parce que on a des ambitions politiques et il faut effectivement que le parti soit fort. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, vous êtes sur Cam News 24, le programme c'est Entretien et notre invité, Maître Georges Teghem, il est avocat au barreau du Cameroun, il est surtout communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Avec lui, on parcourt l'actualité. On revient justement à Maître Georges Teghem pour parler de l'environnement politique camerounais. Est-ce qu'au regard de tout ce qui se passe avec l'opposition, avec les sorties incandescentes des uns et des autres, avec les réseaux sociaux qui bouillonnent, avec tout ça, est-ce que ça ne fait pas peur? Est-ce que ça n'inquiète pas? Est-ce que vous... Excusez-moi, qu'est-ce qui fait peur? Parce que les gens parlent dans les réseaux sociaux. Quand vous vivez au Cameroun au quotidien, vous avez l'impression qu'il y a une ambiance de peur. Est-ce que vous n'appréciez pas une sorte de colère, d'exaspération qui marque les Camerounais au quotidien? Est-ce que cela vous échappe? Est-ce que vous ne percevez pas cela? Je vais vous dire une chose. Et puis, c'est là où vous allez m'étonner, c'est que je pense que vous êtes dans un Camerounais réseau qui n'est pas le Cameroun que nous vivons au quotidien. Lorsque vous vivez au quotidien avec les Camerounais, comme les citoyens des autres pays, ont des récriminations compréhensibles. Il y a par exemple un problème d'électricité qui se pose dans notre pays, qui est un problème sérieux pour lequel nous sommes en train de travailler depuis de nombreuses années. On a, Monsieur le Président de la République... Sans véritable issue. Non, il y a déjà quand même des avancées. Vous ne pouvez pas dire ça. On a fait le mix énergétique. C'est pas rien. Je vous rappelle que depuis ce matin, on avait un programme et que tout le matin, on n'avait pas d'électricité et que c'est juste à 13 h que le courant est revenu. Heureusement que vous dites que le courant est revenu. Il y a des endroits où on fait 3 semaines, des pays en Afrique où on fait 3 semaines sans courant. D'ailleurs,
J'ai suivi un candidat qui venait de gagner l'élection dans un pays voisin il y a quelques jours. Il promettait encore de donner l'énergie. Hein. Parce qu'il y en avait. On devrait donc niveler par le bas? Non, pas du tout. Je dis que c'est un problème qui n'est pas spécifiquement camerounais. Et je dis encore une fois, Monsieur le Président de la République a pris conscience très tôt du déficit énergétique. La preuve, c'est qu'on y a travaillé et il y a des pays africains qui ont envoyé des experts chez nous. Hein. Contrairement à ce que beaucoup pensent, il y a beaucoup d'experts qui viennent à l'école camerounaise, mais en matière d'élection, les gens viennent se former chez nous. Hein. Ouais. En matière de lutte contre la corruption, les gens viennent chez nous. Ouais. En matière de lutte contre le déficit énergétique, on vient chez nous. Laissez que je finisse. En matière d'économie sociale, des pays viennent chez nous. En matière également d'industrie halieutique, il y a des pays qui viennent se former chez nous. Beaucoup viennent se former chez nous en disant que nous avons quand même une expertise. Nous avons des avancées. Mais ce n'est pas parfait. Parce qu'il y a encore un travail à faire. On a fait le mix énergétique. Avant, on fonctionnait comment? On fait avec l'hydroélectrique. Maintenant, on a la centrale thermique, centrale à gaz, il y a énergie solaire, il y a un certain nombre, une diversité énergétique qui est quand même perceptible. Vous dites où en est-on? C'est même pour cela qu'on a l'énergie. Maintenant, rappelez-vous en 2001, quand on parlait de Mac Miller, on avait fait un programme de délestage par quartier. Aujourd'hui, on ne fait plus le programme. Quand ça arrive, on communique. Non, c'est beaucoup moins que cette époque-là. Rappelez-vous, parce que cette époque-là, on n'avait pas encore travaillé comme aujourd'hui. Si aujourd'hui on a travaillé... Vous demandez aux Camerounais de se contenter du peu qu'on leur offre alors qu'ils ont le potentiel, le pays regorge de barrages au kilomètre. Excusez-moi, vous dites le potentiel, c'est quoi? Parce que j'entends des gens dire même que sur 58 régions, il n'y a que 2 qui ne sont pas qui vous a dit. Quand vous prenez le département de Coupé Manengouba, c'est pas un coup d'eau. Vous prenez le Bambouto, c'est pas un coup d'eau. Comme le Mandara, c'est pas un coup d'eau. Hein. Donc moi je pense que les gens s'exagèrent. Maître, on pourrait vous demander, et là j'interroge le cadre du RDPC que vous êtes, et c'est le procès qu'on vous fait. Moi je porte la voix de ceux que j'écoute. Je comprends bien. Nous avons une page Facebook. On pourrait vous demander, quand on vous écoute parler, donc en 43 ans, ce que vous nous proposez, c'est des coupures de courant, ça passe, ça revient, on peut y en programmer, c'est ce que vous nous proposez quelques mois seulement de la présidentielle. Nous vous disons encore une fois, nous avons travaillé, on a fait le mix énergétique, c'est-à-dire on a diversifié les sources de production. On a fait également des réformes structurelles. Parce qu'avant, il y avait la même entreprise qui faisait dans la production, le transport, la distribution. On a fait un effort. Pour quel résultat? On a fait un effort également en distinguant l'électrification rurale de l'électrification urbaine. Bon, maintenant, le directeur général des NEO a communiqué. Le seul problème qu'il y a aujourd'hui est celui du transport et celui de la distribution. Et le directeur général est allé plus loin en disant que non, nous payons moins qu'au Cameroun, le prix du kilowatt est nettement bas. Il l'a dit, le directeur général des NEO. J'ai sa communication dessus. Mais il a dit pour arriver au plein énergie, il faut également que les Camerounais payent un peu plus. Les ménages vont se fâcher en écoutant le directeur des NEO et vous aussi, parce qu'il n'y a pas plus tard quelques jours, j'ai appris qu'apparemment les factures augmentent plus tôt. D'électricité. Je vous dis une chose, c'est que je vous dis, pour aboutir à un système de pleine énergie, il y a un certain nombre de réformes qu'il faut faire. Il y a des étapes. Et le directeur général de NEO allait jusqu'à poser le problème sur le plan financier, en disant qu'il faudrait que les Camerounais ajoutent une somme sur ce qu'ils payent tous les mois. C'est vous dire que dans le pipe, si vous voulez, dans les propositions, il y a des choses qui sont envisagées, notamment. D'ailleurs, il y a quelques jours, le ministre de l'Énergie était ici, où il a augmenté les capacités de transport et de distribution parce que c'est un problème. On a travaillé à Nachigal, on a un résultat de 420, mais ce n'est pas encore effectif et tout est en train d'arriver. Ce que je veux dire, c'est pas que ce soit parfait, c'est pas dire que tout a été fait, non. Les Camerounais souffrent encore. Je demande aux Camerounais, je ne demande pas de patienter, je dis aux Camerounais qu'on ne commence pas l'école à la CIL et on a le bac à la CIL. Les choses se font de manière progressive, de manière graduelle. Et dans notre éducation, dans votre formation, dans votre construction, dans votre citoyenneté, dans votre appréciation même du métier d'avocat que je fais, au fur et à mesure où vous travaillez, vous améliorez la qualité de votre travail. Donc nous disons aux Camerounais, nous avons travaillé, nous avons commencé quelque part, le RDPC travaille, qu'il continue à nous faire confiance parce que nous avons au moins l'expérience, nous avons l'expertise, nous avons des propositions. Nous savons quelles sont les difficultés et nous travaillons à les combler. C'est pour ça aujourd'hui que vous pouvez avoir l'électricité à 13h, que vous n'avez pas eu entre 7h et 13h. Avant, on ne l'avait pas pendant 2-3 jours. C'est parce qu'on a travaillé. Oui, mais on vous comprend très bien, mais le ADPC n'a pas lui tout seul le temps. Si vous ne parvenez pas à faire quelque chose sur une durée, il est évident que les Camerounais se plaignent et qu'on estime qu'on peut peut-être passer à autre chose, de manière démocratique, comme vous le dites. Écoutez, je ne peux pas empêcher ceux qui ont des propositions. Qui disent qu'ils ont des propositions, qu'on leur fasse confiance. Mais moi,
en tant que communicant du RDPC. RDPC. Je fais confiance au RDPC et je dis aux Camerounais de continuer à nous faire confiance parce qu'on a au moins l'expérience. Et l'expérience, comme disait quelqu'un, on dit bien que les leçons de l'expérience, je ne sais pas qui l'a dit, valent mieux que les préceptes de tous les maîtres. Je crois que c'est Cicéron. Nous avons de l'expérience. Parce que lorsqu'on dit 43 ans, Monsieur le Président de la République est allé à une visite officielle en Italie. Souvenez-vous, il était là-bas pour avoir le stade Olembe. Il a demandé aux Italiens de venir investir au Cameroun, que c'est un pays qui a des dirigeants qui ont une certaine expérience, qui ont une certaine ancienneté, et ça fait même l'objet de certains commentaires. Lui-même l'avait dit. Cette expérience, quand on l'a, on ne joue pas avec. C'est pourquoi moi, je fais confiance aux plus vieux fonctionnaires du Cameroun, à l'homme qui a la plus vieille carrière administrative de notre pays, parce que je pense qu'il a une certaine expérience même du monde diplomatique, la connaissance du monde tel qu'il fonctionne. Okay. Maître Tegem, vous venez de convoquer un exemple qui me pousse à bâcler un tout petit peu lors de mon questionnaire. Et je veux convoquer donc une autre expérience aussi, la CAN Gate. Oui. Vous parlez de la construction de Stade Olembe, je parlerai aussi du Covid Gate, je parlerai du Glencore Gate. Autant de sujets, autant de faits à mettre, qu'on le veut ou non, à l'actif du pouvoir en place et donc du RDPC, des documents de fonds, sans que l'on ne voit véritablement de mesures prises dans l'optique de faire retourner ces fonds-là. Vous savez, lorsque vous commencez, je vais vous dire que au Cameroun, les gens se trompent beaucoup sur la volonté politique sans cesse manifestée de M. le Président de la République de lutter contre les prévaricateurs. À l'occasion d'un congrès du RDPC, il est trop clair. Je vais les chercher, je vais les traquer jusqu'à leur dernier retranchement. Ils rendront tous gorge, il avait dit. En attendant, les populations souffrent. Monsieur, excusez-moi, lorsque vous dites en attendant, comme si rien n'est fait, lorsque vous pensez que vous devez traquer les prévaricateurs, il faut mettre en place des institutions. On a mis en place le tribunal criminel spécial. Il faut doter ce tribunal des magistrats, ça a été fait. On a construit des salles d'audience. C'est tout un travail. Parce qu'il ne suffit pas de faire des incantations. Et c'est en cela peut-être que je suis un peu différent dans mon approche des partis d'opposition, que je respecte. Moi, je pense qu'on dit qu'il faut traquer. Il le dit au congrès du RDPC. Il commence par un travail. Il met en place un tribunal criminel spécial. Il le dote des bâtiments. Il dote des salles d'audience. Il dote des magistrats. Tout ça, c'est un travail. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne travaille pas comme si on était dans l'anarchie. Il y a des règles, il y a des principes. On saisit la Chambre des comptes, qui a été aussi mise en place pour cela. Elle rend un rapport. Le rapport est communiqué. On informe le public, on communique au public. Maintenant, vous ne pouvez pas demander à M. le Président de la République ou à RDPC en responsabilité d'agir à la place de la justice, qui est une institution autonome et indépendante. Et lorsque quelqu'un est poursuivi en justice, je le dis, je suis avocat, vous ne le saurez pas. Parce que même moi, je suis avocat, si j'accompagne quelqu'un à une audition par un officier de police judiciaire, et là encore, il faut le dire, on a mis en place un corps des officiers de police judiciaire spéciaux qui travaillent exclusivement au service du tribunal criminel spécial. Alors, tout cela, c'est un travail professionnel, mais on trouve que rien n'a été fait. Non, il y a un problème de CAN Gate, il y a un problème de Covid Gate, comme vous le dites. Oui. Si des personnes sont entendues au parquet général par les officiers de police judiciaire spéciaux, la procédure pénale est une procédure secrète, notamment au niveau de la phase d'enquête. La présomption d'innocence étant de règle, il nous appartient de les observer de manière scrupuleuse. Laissez la justice faire son travail. Quand il y a eu le problème de la CAN Gate ou du Covid Gate, je pense que le rapport de la Chambre des comptes a été rendu public. Donc, il n'y a pas eu une volonté de cacher quoi que ce soit. Maître Georges Tegem, le problème que la plupart des Camerounais ont, ce n'est pas les procédures, ce n'est pas les enquêtes, ce n'est pas les rapports, ce n'est pas les commissions, les institutions qui sont créées. Par exemple, on parle de la corruption, vous avez la NIF, vous avez la CONAC, il y a tellement, le Cameroun est très champion. Il y a beaucoup de très belles institutions au Cameroun. Le problème, c'est l'effectivité, le terrain. Qu'est-ce que concrètement on a? On a une CAN Gate qui fait déjà depuis plusieurs années, on a le Covid Gate. Qu'est-ce que le Camerounais qui estime que les fonds ont été dilapidés, les fonds du contribuable camerounais, qu'est-ce que le Camerounais attend? Non, il n'attend pas qu'on lui dise que non, on met sur pied l'institution, ça prend du temps, il y a la Chambre. Le RDPC au pouvoir, le président de la République n'a pas son temps à lui. Il est quand même mandataire d'un pouvoir. Tout à fait. Voilà, il n'a pas son temps à lui. Tout à fait. Donc, vous n'allez pas dire que durant une dizaine d'années, une vingtaine d'années, il faut encore 7 ans. Donc à chaque année, on a le sentiment que c'est la même ritournelle qui vient. Non, on est en train de travailler, donnez-nous encore un mandat. Bon, c'est pas uniquement, c'est pas propre au RDPC, c'est propre un peu à ceux qui veulent rempiler. Mais c'est quand même 43 ans, souffrez. Mais moi, je ne vous comprends pas. Si c'était 43 ans d'inaction, j'aurais compris.
Nous sommes dans une chaîne qui a été créée justement parce qu'on a ouvert. Avant, c'était fermé. Donc, vous ne pouvez pas faire comme si 43 ans. Déjà, ces dernières années. Des gates, là. Non. Mais écoutez, vous avez le nombre de personnes qui sont en prison parce qu'ils ont été arrêtés pour prévarication de la fortune publique. Vous ne pouvez pas quand même dire qu'en 43 ans, rien n'a été fait. Pas de 3 gates. Non. Excusez-moi. Là-dessus, je vous ai dit, vous parlez des événements très récents. Oui, c'est des événements récents. Ça date d'il y a combien d'années? Et vous savez ce que la lutte contre la prévarication a déjà rapporté à l'État. Il faut vous rapprocher du Trésor public et l'Institut national de statistique pour voir combien ça a rapporté. Donc l'État a quand même rentré quelques sommes, d'autant qu'on a introduit dans la loi une disposition qui permet à toute personne poursuivie de pouvoir rembourser pour retrouver sa liberté, le corps du délit. Donc c'est pensé, c'est bien réfléchi. Il y a une volonté de ne pas être contre les personnes qui seraient poursuivies, mais une volonté de faire en sorte que le Trésor gagne de l'argent à travers cette disposition spéciale. Maintenant, lorsque vous dites 43 ans, j'ai dit en 43 ans, regardez ce qui a été fait sur le plan infrastructurel, sur le plan même des procédures judiciaires. Il faut voir, rien que ces dernières années, il y a 3 universités qui ont été mises en place. On a recruté combien de fonctionnaires en 3 ans? Rien que ces 3. Vous avez le nombre de centres hospitaliers qu'on a mis. On a densifié la carte scolaire. On a densifié la carte universitaire. On a densifié la carte sanitaire. Rien que ces dernières années, si vous voulez, on y va. Je vais vous dire ce qui a été fait en 7 ans. Depuis 2018, qu'on est en 2025, vous allez voir que le président de la République a quand même fait du développement du Cameroun. Il en a fait vraiment. D'ailleurs, la dotation de Yaoundé en eau. Tout ça, ça s'est fait en 7 ans. C'est pas rien. Bon, il y a des autoroutes qu'on est en train de construire, les Camerounais en parlent, mais on travaille. L'UADP, ça ne fait pas de la magie, nous travaillons. Et en parlant justement, je vous invite à commenter un fait. La construction de la route Ngaoundé-Garoua est un peu interrompue. Pourquoi? Les travaux auraient dû démarrer au cours de ce mois d'avril. Les travaux sont reportés à plus tard. La raison, c'est que les fonds ne sont plus disponibles. Non, nous avons eu un accord avec comme cela est prévu, avec une organisation internationale, un accord de principe sur le financement. Maintenant, lorsque vous avez l'accord de principe, vous arrêtez une date. Ensuite, il y a les contraintes de la spéculation internationale. Vous avez vu les événements que le monde connaisse, notamment des guerres et tout ça. Ça peut. Les entreprises capables de travailler. Oui, tout ça. Il y a un ensemble de paramètres qui peuvent justifier une telle décision parce que le Cameroun ne vit pas dans une île, hein. Le Cameroun n'est pas en autarcie. Le Cameroun vit dans le monde avec ses réalités. Et ce n'est pas un financement du gouvernement. Pourquoi on dit que le gouvernement a retiré les fonds? C'est un financement international. Nous travaillons avec des experts internationaux. Bon, il y a quelques difficultés. Nous demandons aux gens qu'il y a la volonté politique qui est bien matérialisée à travers la décision prise, qui est bien matérialisée à travers l'accompagnement que nous apporte la BAD. Maintenant, sur le terrain, pour que ça commence, nous demandons aux populations d'être un peu patientes et de continuer à nous faire confiance parce que, encore une fois, nous avons l'expertise. Ceux qui la promettent n'ont pas l'expertise ni l'expérience. Maître Georges Teghem, je reviens du Nord, j'ai fait le Grand Nord. Je vous invite à vous y rendre et à le tenir ce discours, d'attendre encore un peu parce qu'ils estiment que Maracousséry, c'est totalement à plat. Ngaoundéré, j'ai fait le trajet, c'est vraiment... c'est impraticable. Je vous invite à y aller et à le tenir ce discours-là. Vous comprendrez leur frustration. Excusez-moi, je n'ai jamais dit que c'était parfait. Et je ne peux pas venir sur un plateau alors que les gens parlent des difficultés réelles, disent qu'elles n'existent pas. Je dis encore une fois, nous sommes un pays en développement. Nous avons beaucoup de contraintes. Vous voyez, il y a eu un problème des ordures ménagères. C'est des problèmes. Il y a le problème d'électricité, il y a le problème d'eau. Et tout cela, le budget c'est 7 000 milliards. Avec des frais d'investissement, de fonctionnement et tout. Et nous avons des partenaires qui nous accompagnent. Mais c'est le monde qui a des problèmes. Ce n'est pas que le Cameroun. Le monde entier a des problèmes puisqu'il y a une crise en Europe. Il y a une crise en Asie. Il y a des crises partout. Vous avez vu dernièrement la crise, même sur le plan commercial. Quand ça arrive, effectivement, ça impacte notre économie. Et nous disons aux gens que l'avantage que nous avons en ORDPC, le président Biya, c'est qu'il a l'expérience de ces crises-là. On a un homme d'expérience qui peut savoir, par son expérience, atténuer les difficultés de la crise sur notre pays. C'est pour cela qu'on réussit, nonobstant tout ce que les gens peuvent faire. Et dans un contexte extrêmement difficile où des Camerounais écrivent aux institutions internationales pour demander de ne pas accompagner leur propre pays. Okay. C'est dans ce contexte que le président Biya a réussi, il faut le dire.
Parce que les gens croient que ce sera très facile, qu'il suffit de s'asseoir et tout dire. Non, Alors, il faut une certaine expérience, il faut un travail, il faut savoir travailler. Et nous avons la chance d'avoir dans notre pays un vieux fonctionnaire, un homme d'expérience. Et pour moi, cette expérience, nous devons la vendre. Alors, Maître Georges Teghem, je vous invite à commenter une actualité avant de sortir ce programme. Il s'agit des nominations, par exemple, des membres du gouvernement au comité central du RDPC. Vous ne trouvez pas Hardy? Vous êtes extraordinaire. Le RDPC est majoritaire. Et alors, qu'est-ce qu'il y a le problème? Nous sommes partis majoritaires, nous nommons qui nous voulons. Quand vous êtes majoritaire, vous nommez qui vous voulez. Quelqu'un est dans le problème. C'est le cas aussi au Conseil constitutionnel où le RDPC, le président de la République, vient de nommer une militante. La nomination au Conseil constitutionnel au Bénin, il y a des règles. Il faut avoir été fonctionnaire pendant un certain... ou alors avoir servi son pays pendant un certain nombre d'années. Oui. Et quand le président de la République, il demande, on lui présente quelqu'un qui remplit les conditions. Et puis, permettez-moi de partager ici ce que j'avais vu le ministre Atangana Mbara dans son livre, quand il a été reçu par le chef de l'État à Genève, dans son livre, le président de la République lui a dit, vous devez avoir un calepin où vous notez le nom des fonctionnaires ou des personnes qui, par la qualité de leur travail, participent au développement du pays. Parce que je peux avoir besoin de quelqu'un pour un poste et je vous demande un nom et vous me proposez ce nom en me disant que je propose le nom parce que voici ses états de service. Alors cette dame, si elle a les états de service, on ne la nomme pas parce qu'elle est simplement RDPC. Et puis, je veux finir. L'année où elle est en 85 ou en 83 quand elle sort de l'école, il n'y a que le RDPC qui est un parti légalisé. Vous connaissez quelqu'un qui est en 83, 85 va vous dire qu'il y avait deux partis politiques. On pouvait demander qu'elle démissionne, lui proposer de démissionner d'abord du RDPC parce que la question s'est posée en 2018 au niveau du moment du contentieux électoral. Vous vous rappelez très bien. Oui. L'un des candidats de l'opposition a estimé que le président qui était partie prenante, justement, avait nommé le président du Conseil constitutionnel. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on aurait pu rattraper pour assainir, pour apaiser l'environnement politique? Le président ne nomme pas seulement les membres du Conseil constitutionnel. Oui, mais je parle de ce cas-là. Oui, il nomme. C'est lui qui nomme en définitive. Il ne fait pas ex nihilo, il vient en exécution de la Constitution et de la loi. À partir du moment où c'est la loi qui lui donne les pouvoirs. Et puis, je vais vous répondre dessus. Vous savez, en France, parce que le Conseil constitutionnel, c'est une émanation, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle la transposition chez nous de ce qui se fait en France. En France, la droite est au pouvoir. Le président du Conseil constitutionnel s'appelle Daniel Meyer. Quand François Mitterrand prend le pouvoir en France, que Dieu est son homme, vous savez qui nomme le président du Conseil constitutionnel, son ministre de la Justice, c'est Robert Badinter, qui avait défendu la loi sur la peine de mort et la loi de 85 à Saint-Gé. Robert Badinter. Quand Robert Badinter fait ses années, il part. Vous savez qui nomme Roland Dumas, qui était son ministre des Affaires étrangères. Et quand Mitterrand part, Chirac arrive, il nomme Debré, qui est de droite. Chirac part, Hollande arrive, il nomme Fabius, qui est de gauche. Maintenant, voilà Macron, il a nommé qui? Quand ça nous arrange, on prend les armes d'ailleurs. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que quel que soit celui que vous avez nommé, viendra de quelque part. Ce que nous devons faire, moi en revanche, ce que je demande aux Camerounais, je souhaite, parce que je ne peux pas dire que je n'ai pas les pouvoirs, je souhaite que les Camerounais comprennent qu'en politique, les postes politiques sont réservés aux postes politiques. C'est-à-dire on nomme quelqu'un quand on sait que celui-ci peut faire le travail. C'est des postes éminemment politiques. Et ça, c'est à comprendre. Maître Georges Teghem, on sort de ce programme. L'élection présidentielle, c'est en octobre prochain. Vous êtes un leader du RDPC. Que dites-vous aux Camerounais qui vous écoutent à quelques mois simplement par rapport à l'environnement au Cameroun, l'opposition qui... il ne vous a pas échappé les dissensions au sein de l'ATP, par exemple. Qu'est-ce que vous dites aux Camerounais qui sont encore dans le doute par rapport à leur pays, par rapport à l'avenir? Je leur dis exactement ce que M. le Président de la République a dit à l'occasion de son discours du 31 décembre. Non, c'est-à-dire un apaisement avant, pendant et après le scrutin. Maintenant, si j'ai un vœu à formuler, si j'ai quelque chose à leur demander, c'est de continuer à faire confiance au président Biya, au RDPC. Parce que lorsqu'on a un homme d'expérience, on ne perd pas l'homme d'expérience. Lorsque dans votre famille, lorsque vous travaillez avec un homme d'expérience, vous partagez son expérience et vous comprenez ce que c'est l'expérience. Nous avons une grande chance au Cameroun avec le président Biya, qui est un vieux fonctionnaire, qui est un féru de la diplomatie, qui a travaillé, qui sait de quoi il est question, qui, vous avez vu le conflit de Bakassi, comment il a réglé, mais c'est un monsieur d'une intelligence. Moi, je pense qu'il faut continuer à lui faire confiance. Tant qu'il est là, faisons-lui confiance, parce qu'il a l'expertise. Quel que soit celui qui viendra, il saura parler.
Alors, une dernière question qui me vient, est-ce que vous comprenez ces Camerounais, leaders d'opinion et même en politique, qui estiment qu'il est temps qu'un anglophone puisse prendre le pouvoir, ce qui permettrait par exemple de résoudre plus facilement la crise anglophone? Le problème, la résolution d'une crise ne passe pas par des problèmes identitaires. La résolution d'une crise passe par la prise de conscience de chacun, l'appropriation de chacun de ces leaders de la République, d'une certaine idée du Cameroun. Bien maintenant, si quelqu'un estime qu'un anglophone peut prendre, je ne peux pas l'en empêcher parce que c'est une opinion. Quand quelqu'un émet son opinion, je la respecte. Je pense pour ma part que pour régler une crise, c'est que les anglophones ou les personnes concernées par la crise s'approprient l'idée de la nation, l'idée de la République, travaillent à la consolidation de l'unité nationale, la consolidation de la nation camerounaise, parce que c'est un problème de la nation camerounaise qui se pose. Et il y a des concepts qui ont été pensés depuis, c'est l'unité nationale, le vivre ensemble. Ce sont des vieux concepts et ce sont des valeurs que nous devons partager tous les jours. Et nous vous invitons, vous les journalistes, à nous accompagner, nous du RDPC qui sommes en situation. Nous sommes en situation de responsabilité parce qu'on a reçu quand même le mandat pour le moment. Nous avons le mandat et nous demandons que les journalistes nous accompagnent en travaillant pour que les gens s'approprient ces notions. Ce n'est pas, à mon avis, pas des problèmes identitaires qu'on règle le problème du vivre ensemble, le problème de l'unité nationale, la cohésion sociale, le mode de vie. Je pense que nous sommes Camerounais. Quand j'ai un anglophone devant moi, nous pensons presque de la même façon. Nous avons les mêmes réactions, nous avons les mêmes réflexes, parce que nous avons en partage cette nation qui nous appartient tous. Alors, un petit mot, tous les Camerounais sont férus de sport, de football. Quel est votre regard sur les rapports entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports? Je m'en voudrais parce qu'en venant, en préparant cette émission, j'ai eu une recommandation d'un de nos internautes qui a voulu que je vous pose cette préoccupation. Nous souhaitons qu'il y ait une meilleure collaboration. Parce que, étant du RDPC, je pense que c'est dans la collaboration que les deux peuvent travailler ensemble. Nous avons vu, ils ont fait l'appel des braves il n'y a pas longtemps. Nous souhaitons que cette préparation soit mise en exécution, qu'elle soit matérialisée par des actes de bonne foi des deux côtés, parce que, comme on dit, le principe de la bonne foi dans l'exécution des conventions. Nous n'avons jamais cessé de dire à M. le Président de la Fédération camerounaise de football qu'il est une intelligence que personne ne peut contester. Il a porté haut le drapeau Cameroun. C'est un monsieur que nous respectons, que tous les Camerounais doivent respecter. Il est temps aussi qu'il s'approprie un peu la collaboration dans le cadre d'une association avec le gouvernement. C'est un travail qu'il doit faire parce que c'est lui qui n'a pas d'expérience dans ce domaine. C'est maintenant qu'il apprend à travailler avec un gouvernement. C'est bien. Et je l'ai entendu à l'occasion de son discours chez les Awa, dit, monsieur le ministre, nous avons eu parfois des conflits, mais ça nous a permis d'avancer. Je pense que quand il dit ça nous a permis d'avancer, il pense à lui-même qu'il a avancé. C'est-à-dire apprendre à travailler avec un membre du gouvernement, apprendre à travailler dans un pays, apprendre à travailler avec une équipe. Parce que c'est aussi un travail. Il l'a fait en club, en jouant au ballon. Maintenant, il faut aussi le faire sur le plan administratif en signant les papiers. Voilà, Maître Georges Teghem, merci pour votre disponibilité. Merci infiniment d'avoir été là. C'est moi qui vous remercie. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce programme Entretien sur CamNews 24 et ITFM Radio émettant depuis Garoua, réalisé par Yves Vincent de Tadioufo. Au revoir et à la prochaine.